Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir fait le déplacement nombreux et puis d'avoir été là en visio quand vous n'avez pas pu le faire. Donc, je vais vous présenter mes travaux en commençant par une anecdote. La marque Protein World, en 2015, dans le métro londonien, a fait polémique avec cette publicité. Et j'ai voulu commencer par cette anecdote-là parce qu'elle représente un exemple rare d'injonction, on va dire, peu subtile à la minceur. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette image-là, c'est que l'image, justement, le corps féminin qui est montré, se suffit presque à lui-même. Parce que la publicité demande aux Anglaises, est-ce que vous êtes prêtes pour la plage? Mais avec l'image, on a déjà compris, on n'a pas besoin de la traduction. On va y revenir un petit peu plus loin dans le travail. Quand je discute de mon sujet de thèse autour de moi, on m'explique que oui, évidemment, il y a une influence sociale massive sur la représentation corporelle. Et souvent, les gens pensent immédiatement à l'anorexie mentale. Et ils ont raison, hein. Plusieurs méta-analyses, et depuis des décennies, montrent qu'il y a une influence assez marquée des médias et de la famille, des pairs, sur le développement de ce trouble du comportement alimentaire. Donc, il est caractérisé par des aspects comportementaux, on connaît bien, la restriction de la prise alimentaire, les aspects émotionnels, la peur de la prise de poids, mais aussi par une distorsion de la représentation corporelle. Si je vous présente l'anorexie mentale rapidement ici, c'est parce que, justement, selon une certaine approche, l'approche qu'on peut appeler approche empiriste de l'anorexie mentale, c'est cette expérience anormale du corps, cette distorsion de la représentation corporelle, qui va être à l'origine ensuite de comportements et d'émotions problématiques. Donc, c'est presque une question de santé publique, même si vous allez voir qu'on est ici dans la recherche fondamentale avec cette thèse. Quand j'utilise le terme de représentation corporelle, c'est un terme qui s'applique à de nombreuses situations. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici. Décider si je peux passer à travers une porte, plus ou moins large, c'est une forme de représentation corporelle qui est mobilisée dans cette tâche. Si je dois choisir de 2 t-shirts, lequel est le plus à ma taille sans regarder l'étiquette, je dois mobiliser une forme de représentation corporelle. Et puis, pour évaluer mon corps, pour évaluer lequel un ensemble de corps me ressemble le plus, tout ça nécessite, c'est des tâches très différentes, mais ça nécessite une forme de représentation corporelle. Pour rendre compte de cette hétérogénéité, j'ai réutilisé une définition proposée par Frédéric de Vignemont, et puis je l'ai adaptée un petit peu pour souligner que c'était un ensemble de fonctions cognitives permettant le suivi de l'état du corps. Donc dans cette définition, il y a le côté hétérogène avec l'ensemble. Il y a un accent sur le traitement de l'information avec la notion de fonction cognitive. Et puis, il y a un accent avec la dynamique, la plasticité, et puis l'adaptation à la situation de la représentation corporelle. Plusieurs sources d'informations contribuent à cette fonction et à cet ensemble de fonctions cognitives. Par exemple, certaines théories proposent que le schéma corporel c'est la représentation du corps orientée plutôt vers l'action. Quand on danse, c'est le schéma corporel. Le schéma corporel se nourrirait d'informations tactiles, visuelles, proprioceptives, et donc serait avant tout sensorimoteur. Tandis que l'image du corps, qui est orientée, elle, plutôt vers la perception de notre corps, utiliserait ces informations-là, mais aussi d'autres, comme les connaissances, les émotions et les attentes. Donc, dans ce cadre-là, ça peut paraître assez naturel de faire l'hypothèse que si influence sociale sur la représentation corporelle il y a, alors on devrait pouvoir la détecter, en particulier sur l'image du corps, donc le versant perceptif de cette représentation. Donc c'était l'objectif de cette thèse, établir un faisceau de preuves. Alors il n'y a pas d'expérience décisive, parce que dans ma thèse ça peut être frustrant pour certains expérimentalistes, mais c'est plutôt un faisceau de preuves concernant de possibles influences sociales sur la facette perceptive de la représentation corporelle. On a utilisé pour ça un outil, le jugement de corpulence, je vais revenir là-dessus, et on s'est intéressé avant tout aux jeunes femmes. Donc les psychologues dans la salle savent qu'en psychologie, c'est plus facile d'étudier les jeunes femmes parce que c'est ces personnes-là qui viennent faire nos expériences en laboratoire, mais il y a une vraie raison théorique de s'intéresser surtout aux jeunes femmes, c'est il y a des auteurs qui parlent du perfect storm, la tempête parfaite, parce que ces jeunes femmes seraient particulièrement sensibles à des distorsions de la représentation corporelle et à des influences sociales. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant de les étudier d'abord et puis éventuellement ensuite d'étendre nos travaux à d'autres catégories de la population. Et puis, pour ça, on a utilisé une approche expérimentale. Ce n'est pas non plus le plus utilisé sur cette question de l'influence sociale, mais ça nous permet de manipuler une variable et de s'assurer de son effet sur la mesure qu'on est en train de faire. C'est ça l'intérêt de cette approche expérimentale. Et on l'a déployée en 2 axes. Un premier axe qui s'intéressait à l'influence de labels de poids, l'influence interpersonnelle,
Et un deuxième axe qui s'intéressait à l'influence médiatique avec le test d'une théorie, la théorie adaptative. Pour commencer sur les labels de poids, la genèse de cette question de recherche, c'est finalement de se dire que dans notre société, il y a un problème avec la manière dont on perçoit son propre poids. Notamment, les personnes en surpoids pourraient sous-estimer leur statut pondéral, ce qui les empêcherait du coup, de se rendre compte de leur surpoids et de mettre en place des comportements pour modifier cette situation. Alors naïvement, et d'ailleurs ça a été proposé, ça a été discuté en tout cas dans la littérature, on pourrait se dire qu'on n'a qu'à leur dire. Donc on va leur dire, vous êtes en surpoids, vous êtes maigre, il faut faire quelque chose. Alors, ça c'est l'approche naïve. Le gros problème, l'effet secondaire, si on parle en termes médicaux de cette approche, c'est la stigmatisation du poids massive qu'elle entraîne. Et le label de poids, en fait, on va voir ensemble qu'il ne véhicule pas seulement une information, mais aussi des émotions. Alors, un exemple avec Unger et Tomiyama, 2 études, 4000 participants, une grosse étude donc. Dans cette étude, ils ont pris des jeunes filles ou des adolescentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont contrôlé statistiquement, mais ils ont pris comme si les jeunes filles dans l'état d'origine avaient exactement le même poids objectif. Donc elles ont le même poids, mais certaines de ces jeunes filles rapportent que leur famille leur dit « t'es trop gros, c'est un régime, t'es en surpoids, etc. » Et les autres, non, pour un même poids. Hein. Et bien pour un même poids, 5 à 9 ans plus tard, ces jeunes filles-là qui recevaient ces labels de poids développaient une insatisfaction corporelle plus marquée. 9 ans plus tard, c'est assez important, ça veut dire qu'on a un effet durable de ce label de poids. Alors, il y a des études expérimentales qui se sont déjà intéressées à cette question, en essayant de dire, par exemple, à des personnes qui avaient un poids normal, vous êtes en surpoids, vous avez un poids normal, vous êtes en insuffisance pondérale, pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Évidemment, les participants sont débriefés à la fin de l'étude, on leur explique que ça n'a aucun rapport avec la réalité. Et puis, on mesure leur insatisfaction corporelle, pour voir comment ça va l'influencer. Et puis, on utilise des jeux perceptifs. Donc, on présente un certain nombre de corps, plus ou moins gros, plus ou moins minces, et puis on demande aux gens de choisir le corps qui leur ressemble le plus. Et alors, ce qui est étonnant, en tout cas moi ça m'a étonné, c'est qu'on n'a pas de preuve très forte, très décisive d'un effet de ces labels de poids sur l'insatisfaction ou les jugements perceptifs dans les études expérimentales. Donc, c'est étonnant, et pour essayer de mieux comprendre ce phénomène, on peut revenir sur la notion d'influence sociale. En fait, quand on parle d'influence sociale, on parle de 2 processus qui sont combinés et qui sont d'ailleurs souvent présents en même temps. Une influence sociale normative, en fait, c'est quand je dis à quelqu'un dans le surpoids, c'est que je sous-entends qu'il est trop gros et qu'il devrait être un régime. Donc, je lui donne une norme sociale. Je lui rappelle une norme sociale. Et puis, une influence informationnelle. Parce que finalement, par exemple, dans le cas d'un portrait robot, je peux dire l'individu recherché est en surpoids et c'est pas dans l'objectif de lui faire un régime. C'est l'objectif d'informer la population. Alors, il y a plusieurs études qui ont étudié ça avec des échelles sémantiques différentielles, et puis, plus intéressant, vous voyez en bas, avec des échelles picturales. Et donc, on demande aux gens, choisissez le corps qui ressemble le plus à un corps en surpoids, à un corps enveloppé, etc. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a une assez grande variation d'un label à l'autre. Donc, les mots qui se rapportent à la minceur ne sont pas tous synonymes l'un à l'autre, et puis les mots qui se rapportent aux IMC élevés non plus. Alors, pour bien caractériser l'information, la plupart des études ont utilisé, ils ont raison, un indicateur de position. Un indicateur de position, c'est où sur l'échelle est-ce que je me situe quand je suis en surpoids, quand je suis enveloppé. Mais il faut aussi prendre en compte un indicateur de dispersion pour bien caractériser l'information qui est véhiculée par le label. Et l'indicateur de dispersion, c'est à quel point le label est précis. Est-ce qu'il correspond à certains corps précis, ou alors est-ce qu'il s'applique à un ensemble de corps. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec notre première étude. Alors là, ça peut faire un petit peu peur, il y a des maths, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc il y a 3 points qui sont intéressants et qui vont nous permettre de renseigner cette distribution qui s'appelle une distribution de Peirce. C'est le minimum, le mode et le maximum. Je vais vous montrer très concrètement à quoi ça correspond dans l'étude. On a utilisé la CGFRS, une échelle picturale, et on a demandé aux participants non seulement quel est le corps qui correspond le mieux à chaque label, donc ça c'est assez classique, on leur a aussi demandé le corps le plus mince qui corresponde et le corps le plus gros qui corresponde. Grâce à ces 3 points, on peut construire une distribution de probabilité. Alors, les résultats, l'habitude d'aller sur le tableau, les résultats se représentent sous cette forme-là, et donc, on a ici le corps qui correspond le mieux, je vous l'ai représenté par une image, donc c'est le pic de la distribution. Et puis les corps
qui sont les plus minces et les plus gros qui puissent correspondre. Donc c'est intéressant, ça nous apporte différentes informations sur le label. Ce qu'on a montré, c'est, donc là vous avez les résultats en valeur d'IMC, c'est-à-dire à quel point ça correspond, chaque mot correspond à des IMC différents. Et ce qu'on a montré, c'était qu'il y avait une grande variabilité de position, donc quand on dit obèse, c'est plus gros que maigre, d'accord, et de dispersion, c'est-à-dire que certains mots se rapportent à des corps très précis, tandis que d'autres se rapportent à des corps très variés. Je fais un zoom sur deux distributions en particulier, celle pour enveloppée et celle pour grosse. On pourrait, si on est un petit peu libéral dans l'usage des mots, considérer comme synonyme. Alors on se rend compte déjà qu'il y a une différence de position. Enveloppé, ça correspond à des corps un peu plus minces en moyenne que grosses, mais aussi à une différence de dispersion. Vous voyez qu'enveloppé, en réalité, c'est très précis. Si je vous montre les deux corps qui constituent la borne, c'est assez dur de faire la différence entre les deux. Les participants sont très d'accord sur ce que c'est qu'enveloppé. Donc les labels véhiculent des informations différentes sur la corpulence, et en particulier une information plus ou moins précise sur la corpulence. Alors ça, ce que ça nous montre, c'est le côté geek, pardon, c'est la possibilité d'une modélisation probabiliste de cette information. Je vais expliquer pourquoi ça a un intérêt. Je vous ai dit qu'on s'intéressait à savoir si l'influence sociale pouvait se manifester sur la représentation corporelle. Le gros problème quand on utilise des jugements de corpulence, c'est que on pourra avoir une influence du label au moment où le participant fait sa décision. Autrement dit, je perçois mon corps d'une certaine manière, on me dit « vous êtes enveloppé », et du coup, je change ma réponse au dernier moment. Mais ça n'a pas changé en soi ma représentation de mon corps. Inversement, on pourrait se dire, quand on dit à quelqu'un « vous êtes enveloppé », l'information qui est véhiculée par ce label-là est intégrée aux autres sources d'informations que j'ai à ma disposition pour avoir une meilleure représentation de mon corps, en tout cas, qui prenne en compte toutes les informations. Et c'est ensuite qu'on mesurerait l'effet sur le jugement de corpulence. Alors, pour distinguer ces deux possibilités, c'est un petit peu ce qui occupe des centaines de chercheurs en psychologie, donc je ne vais pas le faire dans ma thèse. Par contre, je vais utiliser une piste. La piste, c'est l'intégration multisensorielle. Justement, parce que quand on intègre différents indices à notre disposition, on les intègre d'une certaine manière en général. Je vais vous expliquer avec un exemple ici issu de l'intégration multisensorielle, plusieurs sens, plusieurs modalités sensorielles. Quand on toque à une porte, on a plusieurs indices qui nous informent sur la localisation de notre main dans l'espace. Un indice visuel, on voit notre main, un indice visuel qui est d'ailleurs assez précis, mais on sent aussi notre main, même les yeux fermés, grâce au capteur qu'il y a dans nos muscles et au niveau de nos tendons. Et on entend aussi notre main par l'écho que la porte nous renvoie. Alors, vous êtes d'accord que la vision donne une information plus précise que l'écho de la porte. Si on avait les yeux fermés et pas d'informations proprioceptives où on nous anesthésiait, on saurait quand même à peu près où c'est, mais ça ne serait pas très précis. Alors, tout ce que je vous décris là en termes qualitatifs, ça peut être décrit par un modèle mathématique. On va y revenir un petit peu. Et ce raisonnement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'étendre à des indices, des signaux. Alors, le terme anglais, c'est cues, et c'est assez difficilement traduisible, plus divers que juste les modalités sensorielles. Par exemple, l'influence sociale. Ça pourrait donc nous être utile pour la thèse. Je vais vous montrer l'exemple de ce qu'on a fait dans l'étude 3 et qui s'inspirait de cette intégration multisensorielle. Sur le graphique, là, vous avez en bas, en abscisse, en horizontal, des IMC plus ou moins gros qui vont être évoqués par différents indices. D'accord? Si je montre un corps particulièrement flou ici, et avec un label de poids enveloppé en l'occurrence, chaque indice, indépendamment, va évoquer un certain type de poids d'IMC. Donc, vous voyez ici que, par exemple, le label évoque des IMC un peu plus variés que la vision qui est beaucoup plus précise. D'ailleurs, si je dégrade encore le signal visuel, vous aurez une distribution qui va s'affaisser comme ça, qui va être plus étalée. Et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs dans le domaine de l'intégration sensorielle ont montré qu'on pouvait prédire juste à partir de ces deux distributions comment le participant devrait se comporter quand on lui donne les deux indices en même temps pour faire son estimation. Et dans ce cas-là, c'est la courbe dorée ici. Le participant a les deux indices et vous remarquez qu'elle a plusieurs propriétés. Déjà, elle est entre les deux indices. C'est-à-dire qu'aucun indice n'écrase l'autre. On intègre tous les indices. Et puis, vous remarquerez aussi qu'elle est plus proche de l'information visuelle ici. Parce que la vision étant ici plus précise, elle va davantage influencer l'estimation. C'est exactement ce qu'on a essayé de manipuler. L'idée étant, si la fiabilité des informations
et a un impact sur les jugements, et en plus, si elle a un impact qui est bien décrit par ce modèle optimal mathématique, alors ça veut dire que potentiellement, on est face à un phénomène d'intégration multi-indice. C'est ça le raisonnement. C'est pas une preuve décisive, hein, c'est un peu ça. Donc on avait essayé de mettre en place cette approche de deux manières. Dans l'étude 1, on a essayé de manipuler la fiabilité de la source qui donnait le label, mais ça n'a pas donné des résultats très probants, donc je ne vais pas la présenter ici. Et dans l'étude 3, on a directement manipulé la fiabilité relative du label par rapport aux autres informations que les gens avaient à leur disposition. Vous allez comprendre avec la description de la procédure. Alors c'est une expérience sur 5 personnes, ce qui peut étonner, et c'est compensé d'une certaine manière par le fait que chaque participant a réalisé 3120 essais. C'est difficile, c'est 4 heures. Donc, merci beaucoup aux participants qui ont aidé à collecter les données. Dans cette étude, la tâche était tout le long de l'étude, alors regardez pas encore ça, la tâche était tout le long de l'étude de choisir lequel de 2 descriptions de corps correspondait au corps le plus gros. Tâche qui peut paraître simple, mais vous allez voir qu'on la rend compliquée. Dans le premier bloc d'étude, une des descriptions, alors il y a toujours une des descriptions qui est un corps, hein, une image de corps. Et puis l'autre description, on va la faire aller. Dans le premier bloc, c'est juste un mot. Dans le deuxième bloc, c'est juste une image qui est plus ou moins floue. Et donc, vous m'avez compris, dans le troisième bloc, c'est et le mot et l'image. Et on va voir comment le participant intègre ces 2 informations pour pouvoir juger si le corps qui est décrit est plus ou moins gros que l'autre corps. On a aussi utilisé une échelle de suggestibilité sociale. Alors, pour expliquer ce que c'est, je vous ai montré un item de l'échelle. Je suis facilement influencé par les opinions des autres. Bah, c'est presque la définition. Et les participants doivent dire dans quelle mesure ça s'applique à eux. Comme ça, on obtient un score de suggestibilité sociale par participant. On va revenir sur ce point au moment des résultats. Déjà, il faut comprendre, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'intégration multisensorielle, surtout que là, il y aurait beaucoup de maths. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va utiliser les réponses à chaque essai, donc chacun des 3120 essais, pour construire ce genre de graphique que vous voyez à droite, le graphique C. Et une fois qu'on obtient ce genre de graphique, on va pouvoir, par une série de traitements mathématiques, en déduire les distributions de probabilité qui étaient associées à chacun des indices. Donc, si je reprends l'exemple de l'étude 2 que je vous ai montré, c'est à gauche, et ben on devrait, à droite, obtenir ce genre de distribution pour chaque label, et puis pour chaque image aussi. Et puis, pour les situations où on présente et le label et l'image, on devrait aussi obtenir ce genre de distribution. Ce qui nous intéresse, c'est de tester le modèle de l'intégration optimale, donc la courbe dorée. Ce modèle-là, on va le comparer à un autre modèle qui est souvent utilisé dans la littérature. C'est le modèle de la dominance sensorielle ou de la capture visuelle. C'est le modèle où les participants, ils se basent sur ce qu'ils voient et ils négligent le reste. Donc déjà, au niveau des résultats, ce qu'on peut voir, c'est que on a réussi à extraire, c'était pas gagné, on a réussi à extraire des distributions de probabilité à partir des données qu'on a obtenues. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, les images que vous voyez, c'est le corps qui, en moyenne, ressemble plus à Svet, selon nos participants, et puis le corps qui ressemble plus à enveloppé, selon elle. Ce qu'on a montré aussi, donc ça, vous allez me dire que c'est très normal, et vous aurez raison, c'est que plus on augmente le niveau de flou, plus on augmente la variabilité des réponses. Autrement dit, plus l'image est floue, moins je suis précis dans mon estimation. Ça, c'est plutôt rassurant pour montrer qu'on a extrait des choses qui ont un peu de sens. Mais ça ne nous dit pas grand-chose sur la psychologie humaine pour l'instant. Ensuite, on a testé justement les critères qui caractérisent l'optimalité de l'intégration. Et alors, de manière un peu peut-être décevante, mais c'est une information quand même qu'on doit prendre, les critères de l'optimalité n'étaient pas remplis de manière satisfaisante dans cette étude. Autrement dit, les participants agissaient plutôt comme s'ils négligeaient le label et ils ne se basaient que sur ce qu'ils voyaient pour faire leur décision. Alors, il y a un résultat. Je vais vous le présenter quand même, mais il mériterait d'être répliqué parce qu'on a 5 participants. On a utilisé un modèle mixte pour avoir un peu plus de puissance, mais on a une association significative entre la suggestibilité sociale, donc vous le voyez en abscisse. À gauche, vous avez les participants qui étaient peu suggestibles, à droite, celles qui étaient très suggestibles, et à quel point le mot influençait l'estimation que faisaient les participants. Donc en haut, ça influence beaucoup, en bas, ça influence peu. Et vous voyez que pour les participants les plus suggestibles, on pourrait même dire que c'est l'effet est drivé par une participante très suggestible. Pour les participants plus suggestibles, il y a une tendance à utiliser plus le label. Alors ça mériterait vraiment réplication, d'autant plus que on observe des valeurs qui sont un peu éloignées de la théorie.
Donc c'est un résultat à vraiment prendre avec des pincettes, mais c'est intéressant et ça réplique en fait, c'est une réflexion plutôt conceptuelle d'autres résultats qu'on a dans la littérature. Mais comment cette étude a contribué à la thèse? Elle a montré que l'information véhiculée par les labels pourrait être modélisée par des distributions de probas. Et elle indique qu'il y aurait une forme de résistance, inattendue en tout cas quand j'ai des conversations avec les gens, à l'influence sociale sur la représentation corporelle dans sa facette perceptive. Alors, ces résultats-là, ils doivent être pris avec des pincettes, il faudra les répliquer, mais on va les discuter à la fin. Et cette résistance pourrait être variable en fonction de traits de personnalité, mais comme je vous l'ai expliqué, ce résultat, on ne peut pas affirmer qu'il est solide. Donc, ça, c'était l'axe 1 sur l'influence interpersonnelle, les labels. Dans l'axe 2, on change complètement de sujet, on s'intéresse à l'influence médiatique. Je vais boire un petit peu d'eau. Et on va tester une théorie, la théorie adaptative, que je vais vous présenter. Alors, le lien entre exposition aux médias, satisfaction, comportement alimentaire, il est bien établi par des méta-analyses que je vous ai notées ici. Mais certains chercheurs, certaines chercheuses se sont intéressés plus particulièrement à l'effet du régime visuel. Le régime visuel, c'est l'ensemble des corps qu'on voit. Et en particulier dans le cas des médias, l'ensemble des corps qu'on voit dans un magazine, à la télévision. Alors, je vous donne un seul résultat expérimental qui corrobore cette explication. C'est l'exemple de villages ruraux qui reçoivent la télévision. Alors, dans ces villages, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de la psychologie interculturelle d'une certaine manière, mais ils ont pris des villages venant des mêmes pays, donc avec la même langue, la même culture, les mêmes tailles de villages. Tout ça, c'est contrôlé statistiquement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste regardé. Il y a certains villages qui ont été raccordés à la télévision, d'autres non. Et comment est-ce que ça allait influencer sur leur représentation de ce que c'est qu'un corps beau, d'un corps agréable, etc. 3 ans plus tard, ceux qui avaient eu la bénédiction de recevoir la télévision chez eux se sont mis à développer une plus forte préférence pour la minceur dans les villages recevant la télévision, mais pas dans les autres. Donc on a bien un effet qui serait lié, en tout cas selon ces auteurs, à l'apparition de la télévision dans le village. Pour expliquer ce phénomène, il y a une théorie qui propose l'implication de l'adaptation visuelle. Je pense que le mieux, c'est une démonstration. L'application de l'adaptation visuelle, et je pense que le mieux, c'est une démonstration avec Van Gogh. Vous pouvez regarder le point au centre de l'image en haut, pendant que je parle, et puis je vous dirai quand passer à l'étape 2. Alors, l'adaptation, ça s'applique à la couleur, au mouvement, à la corpulence même. Vous pouvez regarder en bas, et là, normalement, vous devriez voir la nuit étoilée bouger. Alors ça, vous êtes en train de ressentir un effet d'adaptation, un after effect, on appelle ça, et vous le ressentez, alors je vous le dis parce que ça ne se voit pas forcément, dans le sens inverse du mouvement que vous venez de voir. Et donc, quand on montre des couleurs, ici inversées, on va voir les tournesols de leur couleur jaune. Quand on montre un visage souriant, on va voir un visage en colère après. Bon, là, c'est d'autres caractéristiques, mais je trouvais l'image particulièrement rigolosa, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et il y a aussi un effet sur la corpulence. Si on montre un corps qui a un IMC fort aux participants pendant quelques minutes, les autres corps vont être perçus comme plus minces qu'avant. Puis si on montre un corps qui avait un IMC faible, les autres corps vont être perçus comme plus gros qu'avant. Donc c'est pour ça que plusieurs auteurs ont proposé une implication de l'adaptation. Pour se rendre compte, pour objectiver cette implication-là, on utilise des tâches comme des tâches de jugement à choix forcé. Et le PSE, je vais en parler tout le long, donc je suis un petit peu obligé de vous expliquer ce que c'est. Encore un petit peu de maths, c'est la dernière fois. En abscisse, vous avez l'IMC du stimulus qu'on va montrer à l'écran. Donc, un IMC bas à gauche et un IMC haut à droite. La question qu'on va poser aux participants dans les jugements à choix forcé, c'est est-ce que le corps à l'écran est plus gros ou plus mince que le vôtre? On ne va jamais leur poser la question à quoi ressemble votre corps. C'est pour essayer de limiter les biais de réponse. Et puis, ça nous permet d'avoir des informations aussi sur la fiabilité de la réponse. Donc, quand on leur présente un corps qui a un IMC très bas, ils vont tout le temps répondre. 0% du temps, ils vont répondre qu'ils sont plus minces que le corps. Quand on leur présente un corps qui a un IMC très haut, 100% du temps, ils vont répondre qu'ils ont un IMC plus bas que le corps. Et dans les positions intermédiaires, ça va un peu varier. Quand on obtient ces données brutes, on va ensuite pouvoir faire passer une courbe, ça s'appelle fitter la courbe. Et quand on a fait fitter la courbe, on va pouvoir extraire des paramètres de cette courbe. Le paramètre qui nous intéresse, c'est le PSE. Le PSE, c'est le point d'égalité subjective.
pour vous expliquer ce que c'est simplement, c'est comment les gens se perçoivent. Et la vraie explication, c'est pas ça, c'est quelle est l'intensité du stimulus, donc l'IMC, pour lequel les participants éteignent 50% une des options, 50% l'autre option. 50% plus mal, 50% plus. Quand on répond 50-50, c'est qu'on répond au hasard. Donc s'ils n'arrivent pas à répondre, c'est qu'on estime qu'on a trouvé à quel niveau de corpulence il se situait environ. C'est le PSE. Alors, dans on a fait une réplication, on a montré des corps avec un fort IMC, et on a montré qu'en effet, il y avait une augmentation de ce PSE. Je reviendrai là-dessus si vous vous dites, mais ça ne devrait pas baisser, je vais vous expliquer. Une augmentation de ce PSE avec des tailles d'effet qui feraient rêver des psychologues sociaux, mais des Cohen à 1,5. Et alors ça vient confirmer une des hypothèses de la théorie adaptative, qui est que l'exposition prolongée, répétée, à des corps doivent provoquer un effet secondaire, un after-effect. Ça, check. En plus, c'est très bien appliqué dans la littérature. Mais la théorie adaptative fait aussi d'autres hypothèses qui sont beaucoup moins étayées expérimentalement. C'est dommage parce que la théorie adaptative, c'est celle qui est la mieux armée pour l'instant pour décrire les distorsions perceptives dues aux médias. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir tester ces hypothèses-là? Dans l'étude 5, on a testé l'idée que l'adaptation doit pouvoir produire des effets spécifiques à soi. C'est un petit peu compliqué méthodologiquement, mais suivez-moi. Donc, on présente, pour évaluer l'effet d'adaptation, différents corps qui ont différentes tailles. Si on commence l'expérience avant toute adaptation par faire une mesure, on obtiendra un résultat comme ça, avec, au niveau de 50-50, un PSE qu'on pourrait extraire. Et ce sera là où les gens voient leur corps. Si on fait une adaptation à un corps gros, les corps que les participants vont voir à l'écran, ils vont les voir plus minces. Donc, il faudra à l'écran un corps plus gros qu'avant pour que les participants estiment que c'est la même corpulence que la leur. Donc, on aura une augmentation du PSE. L'inverse, si on montre un corps plus mince, les corps sont vus plus gros, et donc il y aura une diminution du PSE. Alors, il y a certains auteurs qui, de manière un petit peu discutable, ont proposé que l'effet d'adaptation pouvait être à l'origine des distorsions de l'image du corps et que ça se montrait très clairement avec les résultats de base. Ouais, on a une augmentation du PSE, donc ça veut dire que les gens se perçoivent plus gros ou les gens se perçoivent plus minces. Le problème, donc l'effet d'adaptation en fait toucherait n'importe quelle perception du corps, y compris la représentation à terme qu'on a de notre propre corps. Je vais vous montrer que ce raisonnement a un problème. On montre un corps à un IMC bas aux participants. Donc, ils voient, selon ces auteurs-là, ils voient des corps plus gros à l'écran. Mais, selon ces auteurs toujours, ils verront aussi leur propre corps dans leur tête plus gros. Dans ce cas-là, si l'effet d'adaptation, il se voit à la fois sur la représentation que j'ai de mon corps, mais aussi sur les stimuli test, quand on demande aux gens est-ce que c'est plus gros, est-ce que c'est moins gros, leur réponse ne devrait pas changer. Donc il y a un gros problème avec la théorie. Mais d'autres auteurs encore, et c'est l'équipe de Brooks, ont proposé l'hypothèse d'internalisation. L'idée, alors pour bien comprendre ce diagramme, le petit œil en haut, c'est quand il y a un effet d'adaptation qui est actif. Et la petite bulle, c'est quand c'est la représentation du corps qui est distordue. Donc, ces auteurs, ils disent, quand on montre des corps minces dans les médias, on a un effet d'adaptation, on voit les corps plus gros. Donc, quand je présente des corps aux participants, ils vont les voir plus gros. Mais quand je leur présente leur propre reflet dans le miroir, ils vont aussi voir leur reflet distordu. Et par un mécanisme qui restera à préciser, qui n'est pas très précis dans la théorie, il y aurait une forme d'internalisation de ce biais-là, et les participants finiraient par surestimer leur propre corps, parce qu'ils ont eu des expériences distordues à cause de l'adaptation. Pour tester cette hypothèse, on a fait exactement ça. On a pris les participants, on les a adaptés, on les a montrés au miroir. Pour des raisons éthiques, ensuite, on a fait de la désadaptation. Je vous passe ces détails-là. C'est une étude qui a été publiée, malgré un résultat nul. Donc, vous voyez sur ce graphique une pente assez marquée. La pente, elle représente l'effet d'adaptation. Entre avant et après l'adaptation, le PSE augmente. Et vous voyez qu'il augmente de manière admirablement homogène dans toutes les conditions expérimentales, ce qui n'est pas du tout ce qu'on voulait. En tout cas, pas du tout ce que voulait la théorie. Donc, on a un fort effet d'adaptation, mais pas d'effet spécifique à soi. Alors là, en termes statistiques, on a un soutien modéré à l'absence d'effet spécifique à soi. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que nous qui l'avons montré. Donc, la balle est dans le camp des auteurs qui proposent l'inverse. Et la dernière étude qu'on a fait dans la thèse, c'était une étude qui testait la désadaptation. Alors l'idée là est simplissime. Hop,
Ça, je ne plus crois. Et l'idée est simplissime, c'est que si les distorsions de l'image du corps proviennent de l'adaptation, quand je désadapte, c'est-à-dire quand je montre des corps qui ont des corpulences variées, je devrais limiter l'effet d'adaptation. C'est exactement ce qu'on a testé. On a contrasté deux conditions de désadaptation. Une condition passive, c'est la condition contrôle, les participants attendent que le temps passe. Et puis une condition active où ils voient différents corps à l'écran. Et ce qu'on a observé, c'était plutôt dans le sens d'un effet de désadaptation marqué. Alors, ce que vous voyez en bleu, c'est la courbe, je vais vous montrer l'autre graphique, on voit peut-être plus. Ce que vous voyez en bleu, c'est la courbe de la condition passive, les participants attendent juste. Et vous voyez que entre la désadaptation et l'adaptation, il n'y a pas de différence marquée, on est à 0 sur la différence. Par contre, quand on a montré des corps variés, quand on a désadapté, les jugements perceptifs reviennent un peu à la normale, pas complètement, mais en partie. Et donc, on pourrait se dire, c'est encourageant. Ça voudrait dire que, potentiellement, on pourrait faire une thérapie de désadaptation pour rétablir la manière de percevoir correctement les corps. Ça pourrait être intéressant. L'énorme problème de ce résultat, c'est que quand on regarde l'insatisfaction, donc l'état d'insatisfaction corporelle, on demande aux gens dans quelle mesure est-ce que vous êtes satisfait de votre corps en ce moment même. Donc ça devrait varier en fonction des conditions dans lesquelles les gens sont mis. En fait, c'est le calme plat dans les deux conditions expérimentales. Donc, on a un effet qui est ici très compatible. Alors, ce n'est pas une preuve décisive, hein, l'absence. La preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais, en tout cas, ce pattern de résultat est compatible avec un effet qui serait cantonné au stimuli test et qui ne toucherait finalement même pas la représentation interne de notre corps. Donc, il y aurait besoin de plus de travaux pour tester cette hypothèse de désadaptation. Donc, pour résumer, dans chacun des axes, on a vu au niveau de l'influence interpersonnelle, que les labels de poids véhiculaient bien des informations différentes, mais on a eu des difficultés à montrer leur influence sur les jugements perceptifs. Et puis dans l'axe 2, on a testé la théorie adaptative avec 3 expériences qui montrent, enfin en tout cas, qui vont dans le sens d'un effet qui serait cantonné à la perception des stimuli tests, les stimuli qu'on voit à l'écran. Ce que je retiens personnellement de cette thèse, c'est que la modélisation probabiliste pourrait être utile dans l'étude de l'influence sociale sur la représentation corporelle en particulier, et plus généralement de l'influence sociale. Ces modèles-là, ils nous permettent de faire des prédictions plus précises et de contraindre nos théories. C'est très important d'avoir des théories contraintes pour qu'on puisse les tester de manière adéquate. Ces modèles, ils ont cet avantage. Ça constitue une piste prometteuse dans notre champ, et une bémol, c'est que il faudrait intégrer les priors dans ces modèles. Les priors, c'est les informations a priori, les connaissances a priori que les gens ont sur leur propre corps, sur le corps. Je vais revenir un petit peu sur cette notion de prior. Sur la question du régime médiatique, on a vu que la théorie adaptative avait l'air d'être en difficulté. Alors, il faut prendre en compte quand même les limites de nos études, et en particulier le fait qu'on avait des durées d'adaptation assez courtes. C'est pour des raisons éthiques, notamment. Et puis, les difficultés de la théorie adaptative ne veulent pas dire ni qu'il n'y a pas d'adaptation. Donc, on a même montré qu'il semblait y avoir de l'adaptation, mais qu'elle ne touchait pas forcément ce qu'on pensait. Et elles ne veulent pas dire non plus que, finalement, on peut y aller. Les médias n'ont aucun effet sur la manière dont on perçoit son corps. Et alternativement, on pourrait se dire que d'autres approches théoriques qui sont plutôt centrées traditionnellement sur l'explication de l'insatisfaction corporelle, mais qui pourraient être intéressantes ici, comme la comparaison sociale ou la théorie de la normalisation visuelle, pourraient être prometteuses. Et puis, l'effet des médias ne se cantonne pas uniquement à un régime visuel. Les médias, c'est aussi des discours, c'est aussi des normes, c'est aussi même le choix des thèmes qu'on aborde. Et donc, l'influence des médias pourrait être massive dans ce qu'on appelle l'internalisation de l'idéal de minceur. Autrement dit, on sait tous que la minceur est valorisée socialement, mais certains d'entre nous y croient plus que d'autres, et s'appliquent cette norme eux-mêmes. Et on sait que ça peut être un facteur de risque dans les troubles du comportement allemand. Et pour finir, la diversité corporelle, je vous ai montré une étude sur la désadaptation qui est en demi-teinte. Mais la diversité corporelle, le fait de montrer des corps de tout type, pourrait être importante pour d'autres raisons que le seul régime visuel. Et pour faire écho à l'image que je vous ai montrée au début de la présentation, je vais vous montrer une campagne de prévention, pour répondre à la campagne publicitaire, une campagne de prévention qui date de 2022, mise en place par le gouvernement espagnol, qui fait la promotion de la diversité corporelle. Alors le slogan, c'est « L'été nous appartient à nous aussi ».
Et alors, je vais faire la même remarque que pour la première publicité. Finalement, on n'a même pas besoin du slogan. On a très bien compris avec l'image. Donc, l'effet de ces campagnes-là, il faudrait l'étudier spécifiquement. C'est pas forcément avec la recherche fondamentale qu'on va élucider leur effet. Il faudrait plus précisément tester une campagne, l'effet de tel slogan, l'effet de tel autre, l'effet de tel type d'image. Et puis, c'est comme ça qu'on avancera sur cette question, je l'espère. Puis pour terminer, les résultats, globalement, c'est des résultats nuls. Un peu le cauchemar du thésard. Mais on peut aussi en donner une interprétation optimiste. Pas de moi. Ou pessimiste. Enfin, je vous laisse vous faire votre avis. C'est qu'il pourrait y avoir une forme de résistance, finalement, du système cognitif à l'influence sociale. Les informations sociales dans nos études, que ce soit les labels, que ce soit les images qu'on voyait, étaient sous-utilisées par rapport aux connaissances a priori des participants visibles. Cette rigidité, elle pourrait être aussi décrite avec le modèle probabiliste. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et pour vous représenter très visuellement ce qui se passerait, si on rajoutait les connaissances a priori qu'on a sur notre corps, aux deux indices qu'on voit là, ces connaissances pourraient très bien écraser complètement l'information qui est à notre disposition dans le pauvre cadre d'une petite expérience de 30 minutes. Et donc, finalement, c'est particulièrement important de prendre en compte cette expérience passée des gens avec leur propre corps et avec les corps en général pour mieux comprendre ce phénomène-là. Ça pourrait aussi nous permettre de mieux comprendre certaines résistances à la psychothérapie. Donc, les implications sont assez intéressantes. Bon, il faut aussi citer les limites de notre approche expérimentale. Déjà, je l'ai mentionné, mais pour des raisons éthiques, quand on s'intéresse à la distorsion de la représentation corporelle, on doit avoir des inductions faibles, limitées dans le temps. Parce que sinon, on fait rentrer les participants au laboratoire, ils vont très bien, et puis ils sortent avec une distorsion de la représentation corporelle. Ça ne va pas du tout. Donc, on a essayé de faire des inductions très courtes, et toujours à la fin, des moments de débriefing, une tâche de désadaptation. On n'était pas sûr que l'adaptation ait un effet, mais on a quand même fait de la désadaptation pour être sûr. Et donc, toutes ces précautions, qui sont absolument nécessaires, sont presque, à mon avis, une limite inhérente à l'approche expérimentale de la représentation corporelle. Pour des raisons éthiques, on ne pourra pas aller aussi loin que le nécessiterait le test de certaines hypothèses. Et on a bien raison de ne pas aller aussi loin. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que le jugement perceptif n'est pas une mesure pure de la perception. Alors les psychologues, là, ils me disent oui, évidemment. Et puis les non-psychologues, il faut bien comprendre que ce qu'on a, c'est une sonde très indirecte sur l'esprit humain. Et quand on demande aux gens, est-ce que le corps est plus ou moins gros qu'eux, on espère très fort qu'on est en train de mesurer un construit, ça s'appelle la validité de construit, mais on n'en est pas vraiment sûr. Et quand on fait un jugement de corpulence, on pourrait peut-être utiliser le label, par exemple, parce qu'il est présent dans notre esprit, donc on l'utilise pour répondre. Ça s'appellerait un effet d'amorçage ou d'ancrage. On pourrait utiliser le label pour ajuster nos réponses. Ça s'appellerait un biais de désirabilité sociale ou un biais de réponse. Et donc, quand on est en train de mesurer des jugements perceptifs, malheureusement, on n'a pas en tête ligne directe avec le cerveau. Et ça n'empêche pas que tous les résultats qu'on a actuellement nous montrent cette forme de résistance qu'il faudrait interroger avec d'autres méthodologies en réalité, pour être bien sûr qu'on n'est pas trop dépendant de l'outil qu'on a utilisé. Je vous remercie de votre attention et puis je remercie tout ce monde qui a participé de près ou de loin à ce travail. Merci.